Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, ouverture du Forum international de Dakar ce 18 novembre. Le forum qui se déroule cette année dans un contexte de recrudescence des violences terroristes. Il sera notamment question des stratégies mises en œuvre par les États africains face à ce fléau. Accélération du processus de décentralisation au Cameroun, c'était l'une des recommandations du Grand Dialogue national. Une proposition qui prévoit notamment que jusqu'à 15% du budget de l'État soit attribué aux collectivités territoriales. Et regain d'activité pour le secteur touristique au Togo, 712 000 touristes ont été enregistrés en 2018, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Mais tout d'abord, la campagne pour l'élection présidentielle en Algérie a officiellement débuté ce dimanche 17 novembre. 5 candidats briguent la magistrature suprême. Parmi eux, 2 ex-premiers ministres de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit d'Ali Benflis et d'Abdelmajid Tebboune. Également, candidat Zedine Mioubi, qui fut ministre de la Culture jusqu'au mois de mars 2019. Abdelkader Bengrina, un ancien ministre de la Culture aussi, membre de la mouvance islamiste. Et puis enfin, Abdelaziz Belaïd, ancien cadre du FLN, des candidats du Sérail donc. Et c'est bien ce que leur reproche le mouvement de contestation du Irak qui poursuit ses manifestations populaires pour demander l'arrêt du processus électoral. La campagne doit s'achever le 12 décembre, date de l'élection présidentielle. Dakar, la capitale sénégalaise, au lieu de la paix et de la sécurité en Afrique, c'est 18 et 19 novembre. Chefs d'État, ministres, militaires et experts sont rassemblés pendant 2 jours pour évoquer les stratégies sécuritaires sur le continent, notamment dans un contexte de résurgence des attaques terroristes et particulièrement dans la zone sahélienne. Amenedji. Prévue sous le thème « Les défis actuels du multilatéralisme », l'édition 2019 du Forum international de Dakar a lieu les 18 et 19 novembre 2019. Axé sur la paix et la sécurité en Afrique, il s'agit entre autres de débattre autour des questions sécuritaires et des stratégies mises en œuvre par les États africains pour faire face aux attaques terroristes intensifiées ces dernières années, particulièrement dans les pays sahéliens. En Afrique, la réalité est que le rapport de force reste très défavorable à notre continent et donc pour les États qui sont les plus faibles militairement, économiquement, en fait, il y a un intérêt à soutenir des approches qui soient multilatérales. Cette rencontre va être utile parce qu'elle va permettre, disons, d'échanger des idées sur la situation actuelle et sur les possibles pistes d'action. Fort de la présence de différents acteurs impliqués dans le processus des nouvelles perspectives de coopération entre pays africains, cette 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité sera au cœur des mécanismes de prévention des conflits, le rôle des populations et de la société civile dans la sécurité et les processus de paix, l'extrémisme violent et la sécurité numérique. Je crois que la conjonction des situations sécuritaires aujourd'hui déjà préoccupantes et des perspectives politiques vont demander une prise de conscience très forte, la nécessité de prendre des décisions urgentes et la nécessité pour la société civile d'être beaucoup plus engagée. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble annuellement de nombreux chefs d'État et de gouvernements africains, des partenaires internationaux ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. Lancé lors du sommet de l'Élysée de 2013, organisé par la France, la première édition du forum s'est tenue en décembre 2014 à Dakar. C'était le 7 novembre dernier. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré s'exprimait suite à l'attaque d'un convoi qui transportait des employés de la société minière canadienne Semafo. Attaque qui avait coûté la vie à au moins 38 personnes. Le chef de l'État avait alors appelé à la mobilisation des volontaires contre le terrorisme. Un appel diversement apprécié dans la classe politique. L'opposition y voit une déclaration précipitée. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, l'actualité politique, c'est aussi cet appel à la mobilisation générale du président du Faso et qui ordonne le recrutement de volontaires au profit de l'armée pour contrer le terrorisme. L'appel lancé jeudi 7 novembre 2019 dans son message à la nation au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée sur un convoi de miniers ayant fait 38 victimes polarise encore le débat. Pour la classe politique, notamment le Congrès pour la démocratie et le progrès, il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration trop hâtive. Comme vous savez, au Burkina, les soldats sont recrutés entre 19 et 20 ans.
Donc à 44, 45 ans, ils sont déjà à la retraite après 25 ans de service. Ils sont toujours actifs. Ils ont l'avantage d'avoir une formation, d'avoir une expérience. Ça peut être une des solutions. Une position confortée par un récent communiqué du ministère en charge de la sécurité et qui, selon Eddy Komboyogo, met en doute l'appel du président Kaboré, lequel communiqué laisse sous-entendre que les voies de recrutement et les structures qui seront préalablement définies sont encore inconnues de l'opinion. Lorsque les uns et les autres disent qu'on ne discute pas, on ne négocie pas avec le djihadisme, qui est djihadiste en réalité? Je ne sais pas si c'est des djihadistes, c'est des terroristes, c'est des bandits. Il faut qu'eux, dans leur état de renseignement, nous disent en réalité à qui on a affaire. Rappelons que suite aux attaques terroristes, le CDP a perdu l'un de ses vice-présidents, en l'occurrence Oumaro Diko, ex-député maire de Djibo. Il avait été assassiné avec ses compagnons le dimanche 3 novembre 2019 sur l'axe Ouagadougou-Djibo par des individus non identifiés. Et l'armée burkinabé affirme ce dimanche avoir neutralisé 32 terroristes au cours d'opérations militaires menées dans le nord du pays, région gangrénée par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes. L'état-major burkinabé ajoute également qu'un lot d'armement et du matériel a été récupéré et que des femmes retenues par les terroristes ont été libérées. L'offensive a eu lieu dans les environs de Bourzanga et près de Yorsala. 21 ans après, ils demandent toujours justice. Les proches et familles des victimes des massacres de Makobola en République démocratique du Congo réclament la création d'un tribunal pénal international. Plus de 800 personnes avaient perdu la vie dans cette tuerie. C'était en 1998, 2 décennies plus tard. Aucune enquête n'a été ouverte. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'était l'un des pires massacres perpétrés il y a 21 ans à Makobola et ses environs en novembre 1998. La République démocratique du Congo, sous régime de Laurent Désiré Kabila, faisait face à la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie. Des massacres qui ont emporté plus de 800 personnes exécutées à coups de machette dans cette partie de la province du Sud Kivu. Il s'agit des massacres de 800 personnes qui ont été tuées dans le village de Makobola. Et là, nous sommes au sud Kivu, précisément dans le territoire de Fizi. C'était pendant l'occupation de toute la partie est par le RCD. À la paroisse Fatima de la Gombe, ce samedi 16 novembre 2019, Kaliko, bougie en main, la communauté de Makobola installée à Kinshasa a voulu d'une part se souvenir des victimes de ces massacres, mais aussi et surtout réclamer la création d'un tribunal pénal international. Une instance qui pourra s'occuper réellement de ces massacres-là, afin que les auteurs soient identifiés et condamnés. Nous voulons faire appel à la conscience du peuple congolais pour l'éveil qu'ils doivent prendre par rapport au massacre. Les massacres de Makobola sont parmi les premiers qui marquent le cycle de violence qui caractérise l'instabilité récurrente à l'est de la République démocratique du Congo. L'absence d'une enquête en vue d'établir les responsabilités et punir les coupables est, selon les observateurs, l'illustration de la culture de l'impunité et des faiblesses qui caractérisent la justice congolaise. 10 à 15% du budget de l'État attribué aux collectivités territoriales. C'est l'une des recommandations établies à l'issue du Grand Dialogue national au Cameroun. Recommandation qui implique une accélération du processus de décentralisation devant permettre une plus grande autonomie financière des collectivités, mais également un élargissement de leur champ de compétences. Nelly Kodebessa. Le renforcement de l'autonomie financière des collectivités locales a été présenté comme axe susceptible d'apporter les solutions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En plus de l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées des 2 régions en crise bénéficieront d'un pourcentage de 10 à 15% du budget de l'État conformément à la linéa 2 de l'article 23 de la loi d'orientation de la décentralisation. Il faudrait que l'État mette sur pied une décentralisation effective de la gestion de ces collectivités. C'est-à-dire lorsque ces perdièmes ou bien ces taxes al valorem sont prélevées et que ces taxes aillent directement dans la caisse de la mairie sans toutefois qu'elles repartent soit auprès de la finance publique
soit auprès de l'administration concernée. Toujours dans le cadre de l'accélération du processus de la décentralisation, notamment pour accroître l'autonomie administrative et de gestion des collectivités territoriales décentralisées, il a été recommandé la création d'une fonction publique locale, telle que le précise l'article 19 de la loi d'orientation de la décentralisation de 2004. De plus, une allocation spéciale sera versée aux municipalités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin de faciliter le démarrage des activités. C'est une mesure qui me semble être une mesure pertinente parce que, 1, elle participe du renforcement de la décentralisation, 2, elle appuie le transfert de compétences aux communes et 3, elle leur donne les moyens de leur politique. Et ensuite, elle permet de faire un décalage de la responsabilité du niveau central vers le niveau local. Après la création en août 2018 du ministère de la décentralisation et du développement local, il reste attendu l'organisation des élections régionales qui viendront parachever ce processus. Un processus qui, à terme, permettra aux Camerounais de participer pleinement à la gestion de leurs affaires au niveau local. Le secteur touristique au Togo connaît une embellie. Le pays a enregistré l'arrivée de 712 000 touristes en 2018, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Une tendance positive sur laquelle tablent les autorités pour atteindre 6% de croissance dans le secteur d'ici 2022. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. En 2018, le Togo a enregistré 712 000 touristes, soit une hausse de 26% par rapport à 2017, grâce notamment au tourisme d'affaires. Malgré un début de regain d'activité dans le secteur touristique, la contribution de ce secteur à l'économie nationale reste relativement faible. En 2015, elle était de 4%. Nous avons des produits touristiques qui se rapportent à des types de tourisme, notamment balnéaire, culturel, écotourisme. Et s'il y a vraiment des besoins d'investissement, nous devons faire appel au privé. Pour le gouvernement togolais, il s'agit entre autres de diversifier l'offre touristique et hôtelière à travers la labellisation systématique et le rating. En 2018, les hôtels ont enregistré une recette de 48 milliards de francs CFA. 90% des hôtels et restaurants sont détenus par le secteur privé. Donc nous voulons les mettre en contribution. Et, en ce sens, en améliorant le produit qu'ils ont. Et au nord, on a des sites culturels et l'accent est mis actuellement sur le site des Hauts-Fourneaux de Nangbani, qui est un site paléométallurgique. Donc il y a aussi le site classé au patrimoine mondial, le Koutamakou. Pour faire du Togo la première destination touristique en Afrique de l'Ouest, un forum a réuni à Lomé tous les acteurs du tourisme au Togo sur le financement ainsi que les normes de qualité. Les défis et enjeux sont donc énormes dans le secteur qui entend atteindre une croissance de 6,2% à l'horizon 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.